Généralement, la capacité de se remettre en question est l'une des choses les plus difficiles que l'humain soit capable de faire. La majorité des gens ont tendance à penser qu'ils sont toujours dans le bon, toujours du côté de la raison. J'avais raison, il avait tort. J'avais raison, il a mal fait. Il aurait dû me parler avec plus de grâce. Il aurait pu être un peu plus généreux. Il aurait pu parler avec un peu plus de gentillesse, de condence, de simplicité. Oh, il est beaucoup trop arrogant. C'est jamais nous, hein. C'est jamais moi qui étais un peu trop intolérant, moi qui étais peut-être irrespectueux ou irrespectueuse. Ce n'est jamais moi qui étais intransigeant ou intransigeante. C'est généralement les autres. L'être humain a généralement du mal à se remettre en question. C'est difficile parce que se remettre en question pour beaucoup de personnes, c'est comme avoir l'impression de faire une négation de tout ce dont ils existent, hein, tout ce pourquoi ils existent. Voilà. Au Kenya, quelque chose d'intéressant se passe. Le président William Ruto, qui n'aime pas les coups d'État. Les coups d'État ne sont pas une panacée. Ils ne constituent pas une solution aux défis auxquels notre continent est confronté. Ils sont aussi antidémocratiques que les puissances coloniales. Il n'aime pas les coups d'État, il aime les élections démocratiques. Bon, on comprend tout à fait. Beaucoup de personnes n'aiment pas les coups d'État. Mais on se pose la question aussi de savoir si les gens sont subjugués, ils sont matérialisés. Si les gens sont longtemps sujets d'une pression, d'une dictature, comment fait-on? Si on ne peut manifestement pas gagner les élections à travers les moyens normaux, comment on fait? On reste là et on place tout entre les mains des dieux, comme le feraient généralement les gens d'un coin, où ils mettent tout entre les mains des dieux, ou on se lève et on dit, écoutez, trop c'est trop, le pays ne vous appartient pas, en tout cas pas à vous seuls. Si nous sommes tous originaires de ces terres, alors nous méritons à égalité de bénéficier de tout ce qu'il y a de bien de ces terres. Monsieur William Ruto était très en danger il y a quelques jours. On lui a balancé une chaussure au visage, ok? Pendant un meeting, on lui a jeté une chaussure au visage, et heureusement pour lui, il a pu parer ça avec sa main. Okay? Un président de la République, dans un milieu public, reçoit une chaussure au visage. Et heureusement pour lui, il a pu parer ça. Mais ça l'a touché. On peut se poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et si ce n'était pas une chaussure? Et c'était autre chose? Ou bien si c'était une chaussure, que c'était une chaussure blindée, ou une chaussure piégée, ça aurait été très dangereux, n'est-ce pas? Dimanche, lors du rassemblement du comité de Migori, à l'ouest du Kenya, Ruto a bloqué une chaussure projetée avec son bras. Il ne semblait pas blessé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Évidemment, on se pose beaucoup de questions sur sa sécurité. Comment ça se fait qu'un président de la République peut avoir ce genre de situation? Le ministre de l'Intérieur a fait un commentaire. Son ministre de l'Intérieur a dit que la police avait arrêté 3 personnes. On the incident that happened during His Excellency. Concernant l'incident survenu pendant les fonctions de son Excellence, je pense qu'une enquête est en cours. Je m'arrêterai donc là pour déterminer s'il y a eu une véritable faille de sécurité, s'il y avait intentionnellement intention de nuire au président ou s'il s'agissait d'un autre problème. L'enquête est donc en cours. Donc 3 personnes par rapport à cette histoire où on a jeté un truc à Ruto. Je vous rappelle que Ruto n'est pas tout à fait, pas exactement aimé de tout le monde. Il y a aucune personne qui est aimée de tout le monde, mais Ruto a eu des problèmes sérieux avec sa population très récemment, où les jeunes hommes sont sortis dans les rues pour aller pousser contre une loi qui devrait être mise en place, une loi exigeant à ce qu'il y ait des taxes supplémentaires pour achat de pain. Donc tu veux acheter ton pain, il y a le prix, il y a aussi le prix du taxe qu'il faut payer au-dessus. Tu veux acheter une bande hygiénique, il y a le prix de la bande hygiénique, il y a aussi la taxe qui est au-dessus de la bande hygiénique qu'il faut payer. Il y a le prix du traitement de cancer, il y a aussi la taxe au-dessus du prix. Donc voilà, c'était compliqué, les gens étaient très fâchés. Des jeunes hommes nés en 2000 étaient dans les rues en train de... Ils n'ont pas prié, hein. Oh Seigneur, entre les mains des dieux. Et puis ils sont partis au concert, jamais. Ils sont allés dans les rues. And I want to tell this government, we gave you the entry, we are going to show you the exit. Mr. President, watch us. I don't want him as my president. I even regret why I voted him. Yes, he must go. This finance bill, we are not amending. We are rejecting. Everything, we withdraw it. Ils ont résisté, ils ont charbonné. Les gens ne sont pas égaux en Afrique. Il ne faut pas dire les Africains, il n'y a pas les Africains, c'est chez vous que vous êtes comme ça. C'est chez vous que vous êtes des péreux. C'est chez vous qu'on peut te dire non, on va toucher ta mère. Tu regardes, tu vois, il y a cette personne musclée, tu dis ok, Seigneur, j'ai pris. Voilà. Les Kenyans ne sont pas comme ça. Mais ils ne sont pas musclés, hein. Bref, continuons. Les jeunes Kenyans sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits. Et évidemment, il y a eu beaucoup de Kenyans qui sont tombés, beaucoup ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain, parce qu'en fin de compte, la loi n'a pas été acceptée, elle a été rejetée. Et ce n'est pas comme chez vous, on vous chicote un peu, vous fiez, vous commencez d'abord, on va mourir ici, vous venez en groupe, on va mourir, mais quand on vient, comme des foussards, des trouillards. Les hommes ne sont pas comme ça. Hein.
Un homme n'est pas comme ça. Un homme n'a pas peur. Regardez, un homme, un vrai homme sait qu'il naît un jour, il mourra un jour. Personne ne va s'en évader. L'islam dit, tout le monde connaîtra la mort. Un homme naît un jour, il meurt un jour. On le dit dans beaucoup d'histoires. Mais tout le monde connaîtra la mort. Tu as peur de quoi? Il y a aussi un pays là-bas, en tout cas quelques pays de l'Afrique de l'Est, qui ont une mentalité quand même assez intéressante. Ils disent wawili wakufe watatu wasonge, wene watabaki watajenga inchi. Wawili wakufe watatu wasonge, wene watabaki watajenga inchi. C'est-à-dire, même si 2 tombent, c'est-à-dire tomber en mourant, et que 3 progressent, ceux qui vont rester construiront le pays. C'est ça la mode. Même si 2 tombent et que 3 progressent, ceux qui resteront vivants construiront le pays. Mais ça, ce n'est pas une mentalité de tout le monde. Parce que dans certains endroits, ils se disent, ah, moi, je vais tomber, pourquoi? Tout le monde a cette mentalité. Moi, je vais rester vivant, je veux manger, je ne veux jamais me battre. Je veux une révolution sans se révolter. Je veux un changement à travers la prière. Il n'y a pas de changement à travers la prière. Il faut arrêter des bêtises. Il faut arrêter. Si un pasteur te dit le changement vient à travers, il t'a menti. Le changement vient avec l'action et l'application. Jésus, dans la Bible, il a pris la salive, il a mis la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un. Jésus, vous priez dans la Bible, il a mis la salive, il a mis dans la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un pour qu'il soit guéri, l'aveugle. Pourquoi il n'a pas dit aveugle, vois? Pourquoi il n'a pas dit au monsieur là qui était couché au coin, lève-toi et marche? C'est vrai, il y avait un lève-toi et marche. Pourquoi ce monsieur là, il a dit, quand l'eau va bouger, il faut tomber dedans? Ok. L'action est très importante. L'action. Les clients sont sortis. Bref, c'est pour dire que Ruto n'est pas tout à fait aimé de tout le monde. Alors, quelqu'un lui a balancé la chaussure. Il a bloqué ou barré ou paré, ça peu importe comment vous dites ça, selon votre anglais ou votre français et votre niveau de francolatrie. Denis Itumbi, le fonctionnaire du cabinet du président, haut fonctionnaire du cabinet du président, a déclaré que la chaussure avait été lancée accidentellement. C'était par accident. Il a expliqué qu'un membre de la foule avait brandi la chaussure comme une fausse caméra. Donc, il jouait avec la chaussure comme une fausse caméra. Ce qui a incité un spectateur à la repousser, car elle lui bloquait la vue. Vous suivez l'histoire maintenant. Quelqu'un a pris la chaussure jouant comme si c'était une caméra. Quelqu'un a poussé la chaussure parce que ça lui bloquait la vue. Et en poussant la chaussure, malheureusement, la chaussure a volé droit vers le président. Voilà ce que monsieur Denis Itumbi, haut fonctionnaire du cabinet présidentiel, a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une théorie qui tient debout ou pas? Première probabilité. Serait-il en train de dire la vérité? C'est une possibilité. D'accord. Que quelqu'un avait sa chaussure en train de jouer avec, je sais pas, il a quel âge, hein, avec sa chaussure, il va faire comme si c'était une caméra. Et l'autre personne a poussé la chaussure parce que ça lui bloquait le visage et ça a touché le président. Deuxième probabilité. C'est peut-être une version de damage control. Damage control, c'est quoi? Je suis pas francophone. Damage control. Contrôler les dommages qu'on a fait. Pourquoi? Le dommage serait quoi? Le dommage serait que ça prouve la vulnérabilité du président. Ok? Pour ceux qui l'entourent, ça prouve combien le président est vulnérable. Et s'il y avait une bombe à l'intérieur, ou s'il y avait un truc empoisonné, chimique, biologique, ce serait dangereux pour son boulot. Il pourrait aussi pas seulement protéger son boulot en disant c'est un garçon qui joue avec son histoire. Ce serait aussi une façon de montrer que ce n'était pas une erreur interne, c'était plutôt un jeu. Troisième version, une possibilité. C'est peut-être la version qu'a rapporté le monsieur qu'on a arrêté. Ok? Le monsieur qu'on a arrêté a peut-être balancé l'histoire là par colère, parce qu'il était en colère contre Ruto. Hein? Parce que voilà, c'est normal. Les Kenyans ne sont pas tout à fait heureux chez eux, il faut le dire. Pas tout le monde en tout cas. Bien qu'il n'y ait pas de pays où tout le monde est heureux, on peut tout à fait comprendre. Alors quand on l'a arrêté après avoir balancé l'histoire, il voulait balancer l'histoire. On lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Non, en fait, je n'ai pas fait ça. Moi, je voulais faire comme si c'était une caméra, et puis il y a quelqu'un qui m'a poussé, et puis c'est tombé. C'est une possibilité. Pourquoi? Parce que ça lui sauverait la vie. Toi, tu veux balancer le truc à un président africain? Ça lui sauverait la vie, n'est-ce pas? Ça lui sauverait la vie. Est-il bête d'avoir fait ça? Absolument pas. Voir dans l'histoire, combien de fois ces gens d'histoire sont arrivés? À plusieurs reprises. On va voir les choses clés. Avec George Bush, par exemple. En Irak, en 2008, le président américain George Bush a esquivé une chaussure lancée par un journaliste irakien en signe de protestation contre le chaos qui a suivi l'invasion menée par les États-Unis. Le journaliste était en colère. Vous avez détruit notre pays sous prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive que vous n'avez jamais montrées. En effet, vous avez quitté notre pays avec notre or. Oui, il a pris beaucoup d'or. L'or a disparu. Alors, le journaliste était en colère, a balancé l'histoire contre Bush. Mais la différence entre Ruto et Bush, c'est quoi? Bush a esquivé. Hein? Bush a esquivé. Hein? Il était là présent, il voyait ce qui se passait, il a esquivé. Ruto, si c'était Ruto, c'était parti déjà. Il était distrait en émotion, en train de motiver les gens. Hein? Les Africains aiment trop motiver les gens. Qu'est-ce qui est arrivé aux journalistes?
Le journaliste irakien Moutandar Al-Zaidi, après avoir lancé ses chaussures, il a rapidement été interpellé par les forces de sécurité, placé en détention par les autorités irakiennes, accusé d'agression contre un chef de l'État étranger. Il a été initialement condamné à 3 ans de prison. Cependant, sa peine a été réduite à 1 an en appel. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Après avoir fait la prison, évidemment, il a finalement été libéré après 9 mois de détention, sous la pression de l'opinion publique. Monsieur Zaidi s'est servi de cette opportunité, de cette célébrité. Il était devenu célèbre chez lui pour commencer une carrière politique, mais malheureusement, qui n'a pas vraiment abouti. Donc une opportunité peut en créer une autre. Mais lui, bon, dans ce cas, il n'a pas bien joué. Emmanuel Macron. Un petit coup. Ce jeune est très courageux. Quelque part, on pourrait avoir l'impression que c'est du théâtre, mais ce n'est pas du théâtre. Après la gifle, qu'est-ce qui s'est passé? Tarel a été immédiatement placé en garde à vue par les autorités françaises. Il a ensuite été inculpé de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lors de son procès, Tarel a expliqué avoir giflé Macron pour protester contre la politique du président, notamment sa gestion de la situation économique et sociale de la France, ainsi que l'orientation générale du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? En 2021, Tarel a été condamné à 4 mois de prison. Sa peine n'était pas particulièrement sévère car, malgré la violence de ses actes, il ne semblait pas participer à une tentative organisée de déstabilisation du gouvernement. Donc, monsieur Tarel, on l'a perçu, bon, dans un pays comme la France, bon, monsieur était en colère, pas heureux contre, enfin, voilà, pas content de Macron, voilà pourquoi il a réagi. Donc, ses droits, bien qu'il était interpellé, son droit d'humain a été protégé. Bon, il y a aussi un pays ici, quelque part ici en Afrique, dans les coins là-bas. Un monsieur là, il avait pris une brique. Il a pris une brique, il a frappé la voiture d'un président. La République, le président de la République à l'époque, les gens ne l'aimaient pas, en tout cas à l'époque. À part ceux qui, évidemment, mangeaient de son argent, parce que généralement c'est comme ça. Les Africains sont pas les mêmes, hein, ils sont très différents. Il y a des Africains qui se battent pour des choses qui sont correctes au nom de tout le monde. Et il y a aussi des Africains qui se battent pour leurs intérêts personnels. Il faut savoir la différence. Et pour connaître la différence, il faut vous déplacer dans plusieurs pays africains. Pas 1 ou 2 pays où je connais l'Afrique. Non, tu ne connais pas l'Afrique. Les Africains sont différents. Il faut se déplacer au moins dans 10 pays africains pour commencer à comprendre la différence. Il y a des Africains qui se battent pour l'intérêt de tout le monde. Il y a des Africains qui vous sacrifient. Pour eux, le pays va bien. Du moment qu'ils sirotent du champagne. Vous, bon, on s'en fout. Arrêtez d'attaquer notre président. C'est leur président de leur tribu. Dans ces pays, le président, c'est un président tribal. Président de sa tribu, c'est notre pouvoir. C'est des choses incroyables. Alors, le jeune monsieur, brave, courageux, il faut le dire, arrivé au point de jeter une brique contre le cortège du président. Pourquoi on fait ça? Pourquoi un homme ferait ça? Un homme ferait ça parce qu'il est dans le désarroi. Il en a marre. Il faudrait plutôt demander à la personne, monsieur, pourquoi vous en arrivez là? Et aussi, encourager son courage. C'est-à-dire que c'est un élément. Si la grande majorité d'humains ne peuvent pas faire ça dans votre pays et que vous avez un homme qui a le courage de faire ce genre de choses, pas pour dire qu'il veuille tuer quelqu'un. Parce que s'il voulait tuer, il n'aurait pas emmené une brique. Il aurait emmené une bombe. Un homme qui a le courage de faire ça, sachant quelque part dans sa tête qu'avec une brique, ça ne pénétrait certainement pas le cortège du président qui est certainement blindé. Son intention n'était pas essentiellement de tuer ou de détruire. Son intention, c'était de montrer l'action, le désarroi, la colère. Une personne pareille, il fallait le prendre, l'asseoir et comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Comment ça se fait que la population toute entière n'est pas comme ça? C'est dans des pays comme ça que vous voyez la guerre commence, les gens fuient. Oh non, on appelle. Oh, c'est entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes. Les hommes, vous les tuez. Vous tuez les hommes que vous avez qui peuvent vous aider à devenir, vous les tuez. La liste des chefs d'État africains qui participeront à la fête, en tout cas l'organisation grandiose qui se fera à Moscou, a été publiée. Et plusieurs chefs d'État africains ont été annoncés. Ils devraient assister au défilé militaire du jour de la victoire à Moscou. Un jour très important pour les Russes. Ça sera donc le 9 mai à Moscou. Cette commémoration à la capitale russe marquera les 80 ans de la victoire de l'Union soviétique contre les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, la Russie a joué un rôle capital dans la capitulation d'Hitler et de son armée. Bien qu'aujourd'hui on ne parle majoritairement que des Alliés et de leur grandiose descente dans les plages, on parle rarement de l'armée rouge qui a joué un rôle salutaire dans le détournement de ces gens. Parmi les dirigeants invités figurent le président intérim du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, le président zimbabwéen. Regardez les noms qui sortent là, ce sont des noms chauds, hein. Ce sont des gens qui ne rigolent pas, c'est clair. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui manifestement s'était fâché contre les Amériques, récemment est parti en Russie carrément pour chercher de l'aide et a commencé sa coopération. Il y a aussi le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Basogo, intéressant, le président éthiopien, Taye Aske Selassie aussi sera présent. Donc,
les Africains seront représentés. Ça sera une marche, évidemment, qui est redoutée et redoutable, parce que Zelensky a dit des choses chaudes. Il a dit qu'il ne garantira pas la paix ni la sécurité des présidents qui sont là-bas. Encore une fois, une autre tentative de manipulation. Pour une raison quelconque, tout le monde est censé attendre jusqu'au 8 mai avant de cesser le feu, juste pour offrir à Poutine le silence pour son défilé. Nous valorisons les vies humaines, pas les défilés. C'est pourquoi nous croyons, et le monde croit, qu'il n'y a aucune raison d'attendre jusqu'au 8 mai. Le cessez-le-feu ne devrait pas être seulement pour quelques jours, pour ensuite revenir aux tueries. Il doit être immédiat, complet et inconditionnel, pendant au moins 30 jours pour garantir qu'il soit sûr et assuré. L'Ukraine ne garantit pas. On va essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un débordement? Qu'est-ce qu'il risque d'avoir? L'Afrique du Sud sera également représentée au défilé militaire par la ministre de Défense Angie Motshekga, dont la participation a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères Ronald Lamola le mois dernier. Donc c'est ça. Et comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, M. Zelensky a dit qu'il ne peut pas garantir la sécurité de ceux qui seront là-bas. C'est-à-dire, il faut dire à vos présidents de faire très attention. Quand il bombarde, ça ne le regarde pas. Quand il a demandé votre soutien, vous ne l'avez pas soutenu. Et là, vous démontrez clairement que vous soutenez la Russie. Donc il sera prêt, il continue la guerre comme s'il était. On l'organise pour commémorer les militaires russes qui ont participé à la guerre. Mais Vladimir Poutine avait aussi déclenché un cessez-le-feu de 3 jours pour progresser et faire cet événement. Un cessez-le-feu que lui a déclaré. Le président russe Vladimir Poutine appelle à une pause des combats en Ukraine la semaine prochaine pour commémorer le jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. La Russie, en tout cas, dans son côté, a dit qu'ils allaient respecter ce cessez-le-feu. Monsieur Zelensky qui dit Poutine n'a jamais respecté les cessez-le-feu. Il s'en sert pour s'armer et se rétablir. Pendant la présence des présidents africains, il y aura des réunions. Le président Vladimir Poutine devrait tenir des réunions bilatérales avec les dirigeants de 5 États africains, dont le Congo, l'Égypte, le Zimbabwe, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Après le défilé du 9 mai, le président Poutine et les dignitaires étrangers en visite poseront des gerbes sur la tombe du soldat inconnu à l'extérieur du mur de Kremlin, avant d'assister à une réception au Kremlin. En Russie, le tombeau du soldat inconnu est un monument emblématique situé à Moscou qui rend hommage aux soldats soviétiques tombés pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux dont l'identité est inconnue. Évidemment, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la guerre et qui meurent et on ne sait pas essentiellement comment les identifier. Le plus célèbre se trouve sous l'Arc de Triomphe à Paris. Alors pour reconnaître ces personnes qui sont mortes mais qui n'ont pas pu être enterrées dans les bonnes normes, il y a ce monument emblématique. Bon, pourquoi y a-t-il inquiétude ? Parce qu'évidemment, en plus des leaders africains, il y aura aussi des leaders étrangers qui viendront, y compris le leader chinois, le leader brésilien et plusieurs autres. Il y aura aussi des militaires africains qui vont marcher. Ces images, par exemple, qui n'ont pas tout à fait été vérifiées, sont les images qui montrent des militaires africains en train de faire une répétition de défilé devant des militaires russes. Ils sont apparemment maliens et qui ont beaucoup d'engouement. Regardez. Les drones ukrainiens ont attaqué Moscou pour la 2e nuit consécutive, alors que la capitale russe se prépare à accueillir un grand défilé militaire annuel auquel devraient assister des dirigeants mondiaux dont le président chinois Xi Jinping. 19 drones ukrainiens auraient été détruits à leur approche de la capitale dans la nuit, après que les défenses aériennes russes eurent abattu 4 drones près de la ville. Donc, M. Zelensky a dit « Si vous y allez, je ne peux pas garantir votre sécurité. » Et pour renforcer ce qu'il a dit, il a envoyé des drones. C'est pour dire quelque part, je ne suis pas seulement en train de raconter, je raconte pas des bobards. Si vous y allez, je ne peux vraiment pas garantir votre sécurité. Alors la question qui se pose ici, c'est le fera-t-il vraiment avec la présence de tous ces présidents africains, dont Ibrahim Traoré, Denis Sassou Nguesso, Embalo, le représentant du président sud-africain et beaucoup d'autres personnes. En le ferant, certainement, il sera en train de vous faire payer le fait que vous n'avez pas soutenu l'Ukraine pendant qu'ils en avaient besoin le plus. Mais en le faisant aussi, ne serait-ce pas une façon de se tirer une balle dans le pied soi-même? Parce que finalement, après avoir fait ça, il n'aura certainement plus jamais le soutien de ces présidents-là. On pourrait peut-être dire que les Africains n'apportent pas grand-chose, mais qu'en sera-t-il du président chinois, qui joue un rôle très important dans l'atmosphère diplomatique mondiale? Zelensky a signé un contrat récemment avec les États-Unis, l'équipe de Donald Trump, dans l'objectif d'exploitation des minerais et des richesses ukrainiens. Les États-Unis s'est retiré directement des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. If it's not possible, if we're so far apart that this is not going to happen, then I think the president's probably at a point where he's going to say, well, we're done.
You know, we'll do what we can on the margins. We'll be ready to help whenever you're ready to have peace. But we're not going to continue with this endeavor for weeks and months on end. Il y avait aussi cette photo qui a circulé sur Internet de Donald Trump assis avec Zelensky à Rome, suscitant quelque part un changement total depuis cette photo ici, dans la Maison Blanche où il s'est chamaillé, à cette photo ici. On voit clairement un revirement d'histoire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, affirme que le président ukrainien ne cherche pas la paix. Ceci, évidemment, établira la présence, comme l'a dit Donald Trump, des militaires américains en Ukraine. Faites-vous confiance au président Poutine, je vous le dirai dans environ 2 semaines. Ils ont un chemin difficile devant eux, d'accord ? Et nous avons eu une bonne réunion. C'était une belle réunion. C'était une réunion magnifique, je vous le dis. C'est le plus bel bureau que j'ai jamais vu. C'était une scène magnifique, magnifique. Mais il était très, vous savez, regardez, il veut faire quelque chose de bien pour son pays. Il pense qu'il fait du bon travail et il travaille dur. Nous verrons ce qui se passe. C'est un accord très compliqué. Que vous a-t-il dit, monsieur le président ? Il m'a dit qu'il a besoin de plus d'armes. Mais il dit ça depuis 3 ans, vous savez. Il a besoin de plus d'armes et nous allons voir ce qui se passe. Je veux voir ce qui se passe par rapport à la Russie. Parce que la Russie a été surprise et déçue. Pour protéger la partie de l'Ukraine qui sera exploitée de tout assaillant. Alors, est-ce peut-être parce que Zelensky a des assurances de Trump aujourd'hui qui peut se permettre de bombarder malgré que le président Xi Jinping et les présidents africains sont là? Le premier ministre lituanien a exhorté la population de son pays de ne pas célébrer le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, le 9 mai. Évidemment, la Lituanie et la Russie, ça ne passe pas. Le Premier ministre a clairement dit, on ne célèbre pas. Si vous osez célébrer, vous aurez les problèmes avec les agents de sécurité. L'année dernière, ce pays de l'Union européenne a interdit certains événements publics traditionnellement organisés le 5 mai. Le gouvernement a également interdit l'affichage des rubans de Saint-Georges et d'autres symboles soviétiques, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 700 €. Le Premier ministre dit « Ma recommandation est de ne pas célébrer demain et de suivre nos traditions européennes quant à ce qu'il faut célébrer et à la manière de le faire. Donc ne célébrez pas demain comme les Russes le font, on fera ce que nous avons à faire. » La Lituanie, comme le reste de l'Europe, célèbre la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Le 8 mai, le pays célèbre la journée de l'Europe le 9 mai. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? La police lituanienne est prête. Elle a déclaré avoir intensifié ses efforts pour surveiller les diffusions des symboles soviétiques interdits à la ligne à l'approche du jour de victoire, ajoutant que la présence des agents dans les lieux publics sera renforcée vendredi. C'est quand même à pousser le bouchon quand même. On va venir vérifier qui fait ça. On va vérifier qui est chrétien. On va vérifier qui est musulman. Enfin, ce qui est intéressant à noter est que, d'accord, on n'est pas d'accord avec Poutine, n'est-ce pas, pour avoir fait ce qu'il a fait en Ukraine. Si on n'est pas d'accord avec Poutine, est-ce que ça efface l'ardoise de tous les bienfaits que les militaires soviétiques ont dû faire pour libérer les gens pendant cette Deuxième Guerre mondiale? Non, c'est Poutine le problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec les militaires soviétiques qui ont payé de leur vie pendant cette guerre? Ne mérite-t-il plus d'être célébré non plus parce que Poutine, un individu, a pris une décision d'aller en Ukraine? Point d'interrogation. La Russie, en retour, a accusé la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie de discriminer leur population russophone en restreignant les célébrations du jour de la victoire. Dans ces pays, évidemment, il y a des russophones qui se sentent coincés et asphyxiés pour ne pas être libres de célébrer comme ils veulent. On n'en parle certainement pas, mais comme je l'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup de militaires tirés d'Afrique qui se sont battus vaillamment du côté pas seulement français, mais aussi britannique. Et cette partie, on n'en parle pas beaucoup. Plus d'1 million d'Africains noirs ont pris part à la guerre, à tous les titres, combattants ou non. Les Africains ont été profondément impliqués sur tous les grands théâtres d'opération, en Afrique et en Europe, et au Moyen-Orient, en Inde et au Myanmar. Nombreux d'entre eux ont payé le prix fort. Mais hélas, contrairement à leurs frères européens en service, leurs actes ont rarement été reconnus. Donc, beaucoup d'Africains sont partis en guerre pour aller représenter leurs colons. Après avoir été promis beaucoup de choses, vous savez, dans certaines instances, la nationalité, de l'argent, des assurances, mais finalement, beaucoup ont été déçus.
Les puissances coloniales étaient confrontées à des pénuries humaines et avaient cruellement besoin des main-d'œuvre africains. Les Africains furent donc appelés à servir. Les soldats africains accomplissaient des tâches variées, donc beaucoup de tâches. Ils participaient à des batailles majeures, transportaient des munitions et des provisions sur le champ de bataille et ailleurs aidaient à sauver des blessés, le plus souvent sous le feu de l'ennemi. Ils construisaient des bases, des bastions, des aérodromes et des routes et les gardaient avec leurs fusils. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la Grande-Bretagne commença à étendre sa Royal West African Frontier, ou le RWAFF. D'un petit effectif de 18 000 personnes en 1939, il passa à 150 000 personnes en 1945. Donc 28 bataillons africains en Afrique de l'Ouest. On va parler ici de l'Afrique de l'Ouest anglaise. Pour la première fois, une multitude de soldats originaires du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone, de la Gambie furent envoyés de leur terre natale vers d'autres régions d'Afrique et du monde, ce qui leur apporta de l'expérience inestimable. Et évidemment, ils pouvaient désormais avoir des Blancs comme camarades de guerre et des Blancs à la ligne de mire comme ennemis. C'est l'expérience dont ils avaient besoin. En 1940 et 41, les soldats africains ont joué un rôle crucial dans la campagne d'Afrique de l'Est. Vous voyez évidemment l'Afrique de l'Est ici sur la carte. Cette campagne visait à libérer les pays de la Corne d'Afrique. Voici la Corne de l'Afrique. Cette corne était occupée par le fasciste italien Mussolini. Déjà entendu parler de Mussolini. Ouais, évidemment, il faut faire des recherches là-dessus. Mais en effet, il y avait 22% des militaires, des alliés qui combattaient contre Mussolini étaient des Africains. On estime ici 88 500 militaires étaient des Africains de l'Afrique de l'Est qui combattaient contre Mussolini, évidemment, dans la Corne de l'Afrique. Car il convient de noter que la brigade nigériane a joué un rôle déterminant dans la prise de Mogadiscio, capitale de l'actuelle Somalie, en mai 1941. Cette campagne s'est soldée à une victoire cruciale. Les forces italiennes ont été vaincues et se sont rendues, libérant ainsi la Somalie. Donc les Africains ont été très forts. Oui, les Africains sont partis jusqu'en Birmanie pour combattre. On n'en parle pas. Aujourd'hui, on parle seulement des États-Unis, des alliés, tout ça. Mais on a complètement enterré l'œuvre profonde qu'ont fourni les Africains à l'époque. En décembre 1941, l'armée impériale japonaise avait envahi la Birmanie, aujourd'hui Myanmar. Alors à l'époque, c'était encore une colonie britannique. Si chaque terrain d'opération de guerre est difficile, celle-là a été monstrueusement difficile. Les forces alliées ont dû faire face à un terrain impraticable, la chaleur, des conditions climatiques difficiles et la menace des maladies tropicales, telles que le malaria, paludisme et tout le bazar. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le haut commandement britannique suggéra que les Africains habitués aux conditions tropicales combattraient plus efficacement dans la jungle indo-chinoise que les troupes européennes. Et oui, il avait raison. Donc 122 000 Africains étaient recrutés pour aller combattre en Asie. Il faut rappeler ici que dans certaines zones infranchissables, les Africains pouvaient porter jusqu'à 40 kg de munitions ou des matériels sur leur tête et marcher pendant 400 km. Incroyable. Mais aujourd'hui, évidemment, les troupes africaines présentaient des taux de maladie inférieurs à celui des Indiens et des Européens grâce à leur santé, leur endurance et leur efficacité au combat. Les troupes noires ont apporté une contribution cruciale à la victoire sur les Japonais. Bon, aujourd'hui, on vous refuse le visa. On veut pas que vous partiez. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas très différent de ce qu'on fait avec les Russes, hein, parce qu'on leur dit aujourd'hui, ne célébrez pas, sinon 700 € d'amende. Ne célébrez pas, sinon vous serez arrêté. L'Allemagne aussi vient de dire quelque chose de très similaire. N'osez pas célébrer le jour de la victoire. Pourtant, c'est eux qui ont commencé la Deuxième Guerre mondiale, avec leurs frères, machin, histoire. Et pour les Africains aussi, de la même façon, on ne veut plus de vous, on vous chasse. Enfin, bref, pour l'interrogation. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump se sont félicités à l'occasion du jour de la victoire. Bizarre, hein? Oui, ils se sont félicités. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ceux qui ont gagné cette guerre, c'était comme il est reconnu, les Américains, les Britanniques et les Russes. Il est tout à fait normal que les Américains et les Russes aient dit, bon, écoute, félicitations pour ce qu'on a fait. Les présidents ont échangé des mots sincères, des salutations mutuelles à l'occasion d'une fête commune, une grande fête. Cette partie, évidemment, n'a pas été publiée du côté américain. Vous savez, il faut faire genre, tout ça. Incroyable, les amis. Ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus du tout. C'est la patrie ou la mort. Le discours est international et c'est chaud. L'AES, en unissant, se renforce.
Le Niger, en tout cas, va acheter des puissants drones turcs de rayon d'action de 6500 km. Okay, loin de la France, les pays membres de l'AES vont acheter des puissants drones turcs de rayon de 6500 km pour étendre leur capacité. C'est une étape importante que s'apprête à franchir les forces de l'armée nigérienne avec l'acquisition de Anksugur de fabrication turque. La Turquie devient un acteur grand et fort, en tout cas dans la production et la vente des armes sur le plan international. Et cette acquisition stratégique s'accompagne d'un programme de formation intensif puisque 6 pilotes et 6 opérateurs de charge utiles nigériens ont déjà été préparés à la manipulation de ces engins sophistiqués par la prestigieuse Turkish Airlines Flight Academy. Donc 6 pilotes et 6 opérateurs nigériens sont en Turquie pour faire des formations de Turkish Airlines Flight Academy sur comment manipuler, manœuvrer, surtout gérer ces drones très chers que le Niger va accueillir. Selon les informations de l'ancien député panafricaniste Abdourahmane Oumarou, cette formation pointue a totalisé 330 heures de théorie et 318 sorties d'entraînement et 280 heures de vol effectif. C'est-à-dire que c'est un entraînement rigoureux, un entraînement préparé pour des gens définitivement activés dans l'objectif de protéger l'intégrité territoriale, pas seulement du Niger, mais de l'AES dans son entièreté. Alors, ce drone Askunggur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vaut? C'est un drone avancé qui coûte beaucoup d'argent. En effet, le coût unitaire est estimé de 15 à 20 millions de dollars. On parle de drone ici, les amis. 15 à 20 millions de dollars. C'est-à-dire le pays de l'AES est en train de mettre le paquet pour avoir des éléments nécessaires. Parce qu'on comprend, on réalise que l'ennemi et ses capacités sont en train d'avancer. Prenons un exemple simple. Faut pas impliquer l'Algérie. Nous savons que l'Algérie est un pays militairement équipé. Alors pour pas seulement faire face, mais au moins pour se protéger, pour des éventuelles complications, si ça se présentait. On a tous vu ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali récemment. Il faudrait s'équiper à hauteur de ce que posséderait l'Algérie, même si on ne dit pas qu'il y aurait de guerre entre l'Algérie et l'AES. Alors, ces drones se distinguent par leur performance impressionnante et devraient considérablement accroître le potentiel opérationnel de l'armée du Niger. Le Niger, on vous rappelle ici aussi, fait face à beaucoup de portions de terrorisme et des syndicats de la négativité. Le drone affiche une vitesse de croisière oscillant entre 180 à 250 km/h et une capacité d'emport considérable de 750 kg. Donc, ils peuvent porter jusqu'à 750 kg de missiles ou de payload. Ce ne sont pas seulement des drones de surveillance, ce sont des drones d'attaque. Ça ne rigole pas. Et ce drone, évidemment, a une autonomie exceptionnelle de 40 heures de vol. Imaginez-vous un drone qui peut voler pendant 40 heures. C'est incroyable, n'est-ce pas? 40 heures de vol. Ceci, évidemment, justifie les 20 millions de dollars pour lesquels on paye. Le drone est équipé de 6 points d'import et doté d'une rayon d'action de 6500 km. Le drone Askunggur surpasse largement en portée le célèbre Bayraktar TB2, limité à 150 km. Le Bayraktar était le drone de choix de beaucoup de pays africains, y compris l'AES, mais le Bayraktar est limité à 150 km. Celui-ci peut aller à hauteur de 6500 km et 40 heures d'autonomie. Le Bayraktar, par contre, ne pouvait rester en autonomie que pendant 24 heures. Donc, il y a mise à jour. Après avoir chassé la France, le Niger, qui fait partie de l'AES, entend renforcer son armée avec de puissants drones turcs afin de mener des interventions ciblées avec une autonomie inédite. Cette acquisition représente un atout majeur pour les forces d'armée nigériennes, renforçant significativement leur capacité de surveillance étendue du territoire. Vous savez, celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas préparer la guerre dans la prière. On ne prépare pas la guerre dans la prière. Avant d'envoyer vos enfants à la prière, envoyez-les à la guerre. Quand je parle de la guerre, c'est une formation. Avant de préparer vos enfants à la prière, préparez-les à la guerre. Et nous partons au Madagascar. Au Madagascar, le président français est parti dans un voyage inédit après beaucoup d'années d'absence de président français, mais il a déçu tout le monde. Lors de sa récente visite à Madagascar, le président français Emmanuel Macron a abordé la question complexe du passé colonial de la France dans la région. Tout en relançant les griefs historiques, il s'est abstenu de présenter des excuses officielles. Évidemment, Macron a refusé de présenter des excuses, bien qu'ils aient commis des choses absolument atroces au Madagascar. Puisqu'il n'y avait pas de président français arrivé au Madagascar depuis très longtemps, la plupart, en tout cas, grande majorité de personnes, après
les événements qui sont déroulés au Mali, Burkina Faso, au Niger, en rapport avec la France, s'attendaient à voir un monsieur Macron apologétique, au moins une personne qui se dise, écoutez, pour le passé qu'on a connu ensemble, nous sommes désolés. Ça n'a pas été le cas. Monsieur Macron a trouvé toute forme d'excuse pour pas dire nous sommes désolés. Il a plutôt souligné l'importance de créer des conditions propices au pardon et à la réconciliation. Il a souligné que le processus de guérison devrait s'appuyer sur la compréhension et le respect mutuel plutôt que des simples excuses. Waouh! Il refuse de s'excuser tout en disant qu'il faudrait une réconciliation. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse de s'excuser mais veut une réconciliation? C'est par rapport à quoi? Ensuite, il souligne que le processus de guérison devrait s'appuyer sur la compréhension. Donc la guérison ne doit pas venir du fait que la France demande pardon, mais plutôt que les Malagasy décident de pardonner les Français. Sans avoir demandé pardon, évidemment, on se demande dans quel monde on vit. Il souligne aussi, disons, qu'il devrait y avoir un respect mutuel. Un respect par rapport à quoi? Pour le mal que vous nous avez fait? Je me pose la question. Monsieur Macron a récemment déclaré qu'il ne présenterait pas des excuses officielles pour les actions coloniales de la France, y compris celles menées en Algérie, mais qu'il prendrait des mesures symboliques visant à promouvoir la réconciliation. On ne vous dira pas pardon, on ne vous demandera pas pardon, on ne fera pas un paiement par rapport à ça, comme on l'a fait avec ceux-là en Allemagne, ceux-là, les Amérindiens, parce que vous, bon, les petits Africains, écoute, on vous respecte pas, il y aura pas d'apologie, pas du tout, mais on va faire des actions mais non vers la réconciliation. Par rapport à quoi? Point d'interrogation. Et il dit, ça ne sera pas seulement limité au Madagascar, ceci aussi est valable pour l'Algérie. Je vous rappelle que la France a aussi causé beaucoup de dégâts en Algérie. Des énormes dégâts incroyables. Et pendant un temps, quand les Algériens voulaient se lever pour se défendre, ils ont été battus et suppressés de manière frénétique et effrénée. C'était incroyable. Beaucoup d'Algériens ont perdu leur vie. On parle de plus de 500 000 personnes. D'autres personnes parlent de beaucoup plus que ça. La France d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, après que les États-Unis et la Grande-Bretagne eurent acquis leurs bombes atomiques, la France voulait sa propre bombe atomique. L'Angleterre et les États-Unis étaient contre le fait que la France possède une bombe atomique. Les Français, en collaboration avec des chercheurs d'un pays qu'on ne cite pas, ont effectué leur préparation et leurs tests nucléaires, pas en France, mais où? En Algérie. C'est en Algérie que la France a fait ses tests nucléaires, à multiples reprises. Et d'ailleurs, en 2024, l'Algérie demandait à la France de donner le répertoire, la liste d'endroits, des sites où ils ont effectué leurs bombes atomiques. Parce qu'évidemment, l'explosion atomique ne vient pas sans dégâts. Après l'explosion, il y a le aftermath qui crée beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Comme au Japon, aujourd'hui, il y a encore des enfants qui naissent avec un pied, un œil, tout le bazar à cause de la bombe Hiroshima. Les Algériens demandent un mapping de où on a effectué ces tests de bombes atomiques. La France refuse de donner. La France a fait des bombes atomiques souterrains, aériens, dans le désert, dans beaucoup d'endroits. Mais on a refusé de donner. Alors, M. Macron dit, on ne s'excusera pas par rapport à ça. Parlons du Madagascar. Au Madagascar, le régime colonial français à Madagascar, de 1897 à 1960, le Madagascar a été contrôlé par les Français. Ceci, évidemment, a été marqué des violences, d'exploitation, de répression systématique, où l'épisode de brutalité la plus marquante s'est produit lors du soulèvement malgache de 1947. Une répression violente de la résistance anticoloniale qui a laissé des profondes cicatrices dans la société malgache. Donc les Français ont tué des Malgaches comme pas possible, parce qu'ils s'étaient évidemment levés pour résister. Aujourd'hui, les Français parlent de 11 000 morts. Ils disent qu'il y avait 11 000 personnes. Les historiens indépendants parlent de 30 000 à 80 000. Les Malgachis parlent de 100 000. Donc, les Français disent 11 000, les indépendants disent 80 000, les Malgachis disent 100 000. Qui dit la vérité? Point d'interrogation. Et ça ne se limite pas là. Vous voyez ces îles ici? Ça s'appelle les îles éparses. Ces îles appartiennent à Madagascar, mais aujourd'hui sont toujours sous contrôle des Français. Et il faudrait que Madagascar supplie la France. Posez-moi la question, ou laissez-moi vous poser la question. Comment pouvez-vous expliquer le fait que la France, regardez sur la carte, c'est ça la France. Comment la France a des territoires ici, aux îles éparses? Comment vous voulez m'expliquer ça? C'est difficile à comprendre. Madagascar affirme que les îles éparses font partie de son territoire. Le gouvernement malgache a constamment réclamé la restitution de ces îles, les considérant comme faisant partie intégrante de sa souveraineté nationale et de son domaine maritime. En 2024, le président Andry Rajoelina a réitéré sa position de Madagascar. Les îles éparses sont malgaches. Voilà ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache
L'appartenance des îles éparses est une question d'identité nationale. Mais qu'est-ce qu'a dit Macron? Macron n'a pas voulu pointer l'histoire. La France veut gérer les îles éparses, sinon avec Madagascar. Pas restituer, pas donner, mais gérer ça. On se pose la question pourquoi. La revendication du Madagascar a reçu un soutien international en 1979. 79. Soutien international de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils ont adopté une résolution affirmant le droit de Madagascar sur les îles éparses. Les Nations unies ont dit ça appartient à Madagascar. Cependant, la France a maintenu son administration sur le territoire, malgré les Nations unies, invoquant des motifs juridiques et historiques. Donc, les Nations unies ont dit ça appartient à Madagascar. Donnez ça. La France a refusé. Ceci vous démontre l'importance ou le respect qu'on accorde aux Nations unies. Encore une fois, de manière très bousculante, le Niger va acquérir des drones comme jamais dans le passé. Ce sont des drones à 6500 km de portée. Madagascar est tout à fait déçu du fait que le président français eut refusé de s'excuser ou au moins de présenter des excuses au nom de la France pour les mal qu'ils ont commis pendant l'époque coloniale à Madagascar. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Plusieurs Africains ont brutalement perdu dans un croisé de feu entre les Houthis et les États-Unis d'Amérique. Ce n'est jamais de bonne humeur quand on annonce des choses pareilles. Mais je pense qu'il est important et essentiel d'en parler pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement. D'abord, il y a deux choses très importantes ici. La première, c'est que plusieurs Africains ont été finis malheureusement dans un bombardement macabre effectué par les États-Unis d'Amérique pendant qu'ils essayaient de frapper les Houthis. Un avion de guerre, un avion de chasse américain se retrouve au fond de l'océan, dans la mer Rouge. Une histoire incitée par les Houthis. Alors, en expression facile, les Houthis ont frappé USS Thurman, le porte-avions américain qui est stationné quelque part pas très loin du Yémen, en rétaliation à une frappe effectuée par les Américains. Et cette frappe des Houthis a poussé à ce que l'un de leurs avions de chasse tombe à l'eau et se retrouve au fond de l'océan. Les Américains disent, les Houthis célèbres disant qu'ils ont réussi leur frappe, les Américains disent que ça n'a absolument rien à voir avec eux. L'avion est tombé dans l'eau pendant qu'ils essayaient de manœuvrer le porte-avions, essayant de le bouger hors de la cible visée par les Houthis. C'est pendant ce manœuvre-là de force que l'avion est tombé à l'eau. Alors, qui dit la vérité, qui ment? On va essayer de voir un peu de quoi il s'agit ici. Pourquoi les Houthis ont frappé? Qu'est-ce que ça a à voir avec les Africains? Et je pense que c'est très important. Les Houthis sont autrefois connus sous le nom d'Ansar Allah. Ils sont un mouvement politique armé chiite originaire du nord du Yémen. Les Houthis sont fermement opposés à l'intervention des États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite au Yémen et dans la région. Les Houthis ont mené un coup d'État en 2014-2015, prenant le contrôle de Sanaa, la capitale du Yémen, et forçant le gouvernement internationalement reconnu à fuir. Ce gouvernement, évidemment, était soutenu par l'Arabie Saoudite. Depuis lors, il mène une guerre brutale contre une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement renversé. Les dernières années, les Houthis se sont également positionnés comme des défenseurs de droits des Palestiniens et opposants d'Israël, utilisant cette position pour justifier les attaques contre les routes maritimes internationales qu'ils accusent d'être liées à Israël et à ses alliés, y compris les États-Unis. Donc, comme vous comprenez bien, les Houthis sont là, ils ont combattu leur gouvernement qui était soutenu par l'Arabie Saoudite. Ensuite, ils se sont redirigés à être défenseurs de la Palestine. Donc, tout bateau, tout navire, toute entité commerciale qui traverserait cette partie de la mer, et surtout si elle est associée à Israël ou aux États-Unis, subira soit des frappes ou autre chose décidée par eux. Maintenant, on comprend ce que c'est les Houthis. Quel avion est tombé dans l'eau? Le F-18 Super Hornet est un avion de chasse multirôle américain conçu pour McDonnell ou désormais Boeing. Ce n'est plus McDonnell depuis un temps. Cet avion est l'avion favori des Américains en ce qui participe dans tout ce qui est Navy, c'est-à-dire porte-avions et tout le bazar. C'est un avion flexible, on s'en sert pour beaucoup d'usages, donc c'est aussi un avion qui coûte 60 millions de dollars. Ce qui s'est passé, d'après les Houthis, est que les Américains auraient frappé à Sanaa et Dana, des villes du Yémen. En frappant là-bas, ils avaient ciblé une prison. En ciblant la prison, ils ont tué à peu près 83 personnes. Et parmi ces personnes, la grande majorité, c'était des Africains.
principalement de l'Éthiopie, la Somalie, du Kenya et l'Ouganda. Des gens qui, évidemment, malheureusement, n'ont absolument rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Les Américains, pensant être en train de cibler les Houthis, ils ont en effet détruit une prison où se trouvaient des Africains. Vous posez certainement la question de savoir comment est-ce que les Africains se retrouvent au Yémen. Beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Est, principalement de l'Éthiopie, du Kenya et autres, vont chercher du boulot au Moyen-Orient. Et pour eux, c'est généralement l'Arabie Saoudite. Parce que tout le monde perçoit l'Arabie Saoudite comme un endroit riche par le pétrole, riche par tout ce qu'ils ont, leur organisation, leur style. Et évidemment, la raison pour laquelle beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Est choisissent d'y aller. Alors dans ce cas, ils ne partent presque jamais légalement. Il faudrait aller à pied, ensuite prendre un bateau et se retrouver au Yémen. Et à partir du Yémen, chercher des voies et moyens à travers les montagnes pour entrer en Arabie Saoudite. Alors dans ce cas, beaucoup sont arrêtés. Et quand ils sont arrêtés, ils sont inévitablement jetés en prison. C'est dans ce cadre-là que ces Africains s'est retrouvés au Yémen. Et malheureusement pour eux, ils ont vu leur fin de manière la plus atroce. Imaginez-vous, vous quittez votre pays, disons au revoir à votre enfant, votre petite fille, papa reviendra dans un temps, et vous partez sans savoir que dans quelque temps, vous serez 6 mètres sous sol à travers une bombe balancée par les Américains, ciblant principalement les Yéménis. C'est bien triste de voir cela parce que l'Éthiopie n'est pas un pays pauvre. Ok, autant il y a plusieurs personnes, l'Éthiopie a des capacités. Et c'est général, c'est bien triste de voir que les Africains doivent jusqu'aujourd'hui traverser, peu importe ce que c'est, pour aller chercher une vie ailleurs. Et là, on ne parle que de ces Africains qui sont arrêtés, mis en prison. On ne parle pas de ceux-là qui sont finis dans les montagnes, parce qu'on les finit dans les montagnes. Pourquoi on les finit dans les montagnes? Quand je parle de finir, vous comprenez, on les finit. L'objectif est simple. On laisse leur corps là pour montrer à tous ceux qui viendront après de faire gaffe. L'objectif, c'est de décourager ces Africains d'y aller. Malheureusement, on ne peut pas dire que l'Arabie Saoudite est le seul pays qui possède le pétrole, puisque c'est les pétroles qu'on suit là-bas. Il y a beaucoup de pays africains qui ont le pétrole, mais qui sont malheureusement sous-organisés et sous-développés. C'est bien triste de voir. Regardez l'Arabie Saoudite, Dubaï, se sont développés à travers le pétrole. Seulement le pétrole. Et la tête. Pétrole et tête. Fini. Regardez Dubaï. Dubaï dans les années 60. C'était vide. Désert. Regardez Dubaï aujourd'hui, c'est incroyable. L'Arabie Saoudite, c'est la même histoire. C'est à travers le pétrole qu'ils se sont enrichis. C'est le pétrole qui leur a donné le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Les Africains ont le pétrole. Voici les pays africains qui ont le pétrole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que les Arabes ont, que les Noirs n'ont pas? Je ne sais pas. Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas chez eux, chez les Arabes? Parce qu'ils ont la même histoire. C'est le pétrole qui les a rendus riches. Qu'est-ce que eux ont que les Noirs n'ont pas? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligés de partir chez eux. Regardez l'Arabie Saoudite. Regardez Dubaï. Montrez-moi un pays africain comme ça. Ils n'ont que le pétrole. Dieu vous permet, si c'est Dieu qui donne ces histoires, il vous permet de vous développer par rapport à ce que la Hollande a le lait de vache. La Hollande s'est développée avec le lait. Ah oui, le lait. C'est après qu'ils ont pu diversifier, après avoir fait de l'argent, après avoir économisé, qu'ils ont pu diversifier. Ils sont lancés dans la éolienne. Ils ont pu varier tout ce qu'il y a comme économie, mais principalement, c'était le lait. Qu'est-ce qu'ils ont que les Africains n'ont pas? Je sais pas. Parce que chez vous, quand on vous donne la liberté, c'est un groupe de personnes qui essaient de monter et d'oppresser les autres. On vous donne les armes, vous vous entretuez. Voilà ce que le monsieur de l'apartheid disait. Le partisan, le prêtre de l'apartheid disait les Noirs, ils peuvent pas se diriger. Si vous leur donnez le pouvoir, ils vont s'asservir mutuellement. Les plus forts vont piétiner sur le plus faible. Est-ce qu'on ne le voit pas aujourd'hui? Vous leur donnez des armes, ils vont s'entretuer. Est-ce faux? Le Soudan, vous connaissez le Soudan? Le Soudan, les Noirs ont dit, on en a marre des Arabes, n'est-ce pas? On veut rester seul et faire notre pays. On leur a donné l'opportunité de créer leur propre pays. Le Soudan du Sud, le pays le plus jeune au monde. Mais il en fallait que quelque temps pour qu'ils commencent à se déchirer entre eux. Les Noirs, ils se sont finis comme pas possible. Beaucoup de personnes sont tombées, pourtant ils pleurnichaient. On veut notre propre pays parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Avait-il raison le monsieur de l'apartheid quand il disait que les Noirs ne peuvent pas se diriger entre eux? Regardez les pays africains, des républiques bananières. Vous donnez le pouvoir à quelqu'un, ils prennent leurs membres de famille, ils prennent leurs gens de leur tribu, ils s'enrichissent entre eux. En fin de compte, quand ils ont un problème, ils veulent que... C'est incroyable. C'est difficile à comprendre. L'Afrique ou l'Africain ne devrait pas quitter l'Africain pour aller chercher une vie ailleurs, vie meilleure ailleurs. Pas sur le plan économique. Peut-être pour l'intelligence, pour l'acquisition de certaines histoires, mais pas pour l'argent, pas pour manger un peu de pain. Et quand ils vont ailleurs, c'est pour chercher quoi? C'est pas pour bâtir des maisons, c'est pas pour acheter une voiture ou des voitures. C'est simplement pour avoir de quoi envoyer l'enfant à l'école, la femme à l'hôpital. C'est bien triste de voir des Africains qui meurent comme ça, dans des conditions. C'est triste. Alors, qui a descendu l'avion, d'après vous? Est-ce que ce sont les Houthis qui ont frappé, ou bien ce sont les Américains en essayant de virer que l'avion est tombé? Bon, si les Américains étaient en train de virer
Le bateau, à force, comme vous voyez là dans les images, ça montre que ça vire de force. Si le bateau est en train de virer de force, c'est à partir de cela que c'est tombé. C'est-à-dire que les Houthis savent ce qu'ils font. Et les Américains en sont conscients. Il fallait se déplacer rapidement parce que ça arrive. C'est bien ça. Mais c'est pas la première fois que des instruments américains tombent dans l'eau, venant influencés par les frappes Houthis. Il y a de cela 2 mois, en effet, un autre Hornet a été abattu. Et cela, d'après les Américains, était attribué par un tir ami. C'est-à-dire, entre Américains, ils se sont tirés dessus. Ça n'avait rien à voir avec les Houthis. Et en 2022, il y avait un F-18 aussi qui a été projeté par-dessus bord. Le coupable dans ce cas était quoi? D'après les Américains, un vent inattendu. Ok, donc la première fois c'était un tir ami, la seconde fois c'était un vent inattendu, mais on ne parle pas de nombre de fois que les MQ-9 Reapers ont été abattus. En réalité, au moins 7 MQ Reapers, des drones ou aéronefs sans pilote développés par General Atomics, ont été abattus par les Houthis, et chacune d'elles coûte 20 millions de dollars. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, les États-Unis ont dépensé à peu près 1 milliard de dollars dans cette petite région, c'est-à-dire pour résorber le problème Houthi. 1 milliard de dollars a déjà été dépensé depuis le mois de janvier. Et jusque-là, on peut dire qu'au moins la guerre économique n'est pas en train d'être gagnée par les Américains. Triste nouvelle pour les Africains, après avoir posé des questions du côté américain pour savoir s'ils étaient au courant des Africains qui ont été finis. Afin de préserver la sécurité opérationnelle, nous avons volontairement limité la divulgation des détails de nos opérations en cours à venir, a déclaré le commandement central. Notre approche opérationnelle est très rigoureuse, mais nous ne révélerons pas les détails sur ce que nous avons fait ou ce que nous ferons dans le futur. Lundi, l'armée a déclaré que le commandement central était au courant des allégations des victimes civiles liées aux frappes américaines au Yémen. Et nous menons des sérieuses enquêtes. Bon, prenons les élèves, enfin, qu'est-ce que ça va faire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La République démocratique du Congo annonce vendredi être le dernier pays africain en date à accorder une licence à Starlink, la plateforme du milliardaire Elon Musk, et que l'entreprise commencerait bientôt ses activités. Salut à tous, j'espère que ça va. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. On va faire très vite, voir un peu ce qui se passe autour du continent africain. On va commencer par la RDC. On ira ensuite au Burkina Faso, des choses très intelligentes se passent. Et ensuite, on fera un petit tour au Nigeria pour voir comment Facebook va fermer ses portes au Nigeria. RDC, République démocratique du Congo, annonce que voilà, ils vont accorder une licence à Starlink. Starlink, la plateforme du milliardaire américain, qui a eu beaucoup de résistance sur le continent africain. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque pays qui a posé de résistance à l'égard de Starlink a subi une très forte oppression venant de Donald Trump. À l'instar de Lesotho, où on avait refusé d'accorder une licence à Starlink, on avait demandé à Starlink d'accorder 30% des propriétés aux locaux, selon la constitution du Lesotho. Chaque entreprise qui vient d'ailleurs, pour fonctionner au Lesotho, doit accorder 30% ou au moins vendre 30% d'équité aux locaux. Donc 30% de l'entreprise doit appartenir au pays ou aux enfants du pays pour leur accorder l'opportunité de s'enrichir aussi. Starlink avait refusé. Après avoir refusé, évidemment, Donald Trump a mis la pression en coupant tout ce qu'il y avait comme correspondance commerciale entre le Lesotho et les États-Unis d'Amérique, branchant ainsi le Lesotho dans une pauvreté probable très totale. Ils ont eu peur et finalement ont renversé la vapeur, disant « Ok, prenez la licence, venez travailler pourvu que nos enfants mangent ». En République démocratique du Congo, on avait refusé d'accorder la licence à Starlink, accusant une forte possibilité d'accorder une Internet connexion à des bandits et aux rebelles. C'est-à-dire, puisqu'il y aura Starlink, nécessairement, ça permettra même aux rebelles qui sont en RDC de pouvoir s'en servir pour attaquer les membres du gouvernement et pour attaquer les bases militaires du gouvernement. Ce serait donc dangereux d'accorder accès à Starlink. Mais maintenant, les choses ont changé, ils ont renversé la vapeur. On va essayer de voir quelles sont les probabilités pour lesquelles ils auraient fait ça. Le gouvernement congolais auparavant avait refusé d'autoriser l'accès à Starlink, les responsables militaires avertissant que les groupes rebelles, dont le M23 soutenu par le Rwanda, s'étaient emparés d'un territoire sans précédent dans l'est du pays. La RDC, évidemment, les amis, est déchirée par la guerre et à très faible connectivité. Pour un pays de 100 millions d'humains, il y a à peu près 30% seulement d'accès sur Internet. En 2025, c'est triste. Mais alors, le gouvernement a changé ses rhétoriques, disant que Starlink pourrait venir et commencer à travailler. Alors, on se pose des questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles? Pourquoi ce changement subit de vapeur? On va essayer de revoir. Qu'est-ce qui se passe en RDC? La RDC, pour ceux qui savent, est un pays très riche. C'est le pays le plus riche du monde en termes de ressources minérales. Regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium et j'en passe. Mais c'est un pays parmi les plus pauvres de la Terre. Incroyable. La RDC est criblée par des groupes terroristes et des rebelles.
des gens non connus et méconnus, qui sèment la terreur depuis 30 ans déjà dans ce pays de Lumumba. Une peur frénétique hante tous les esprits de la République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a quelque temps, la RDC est partie demander de l'aide à Donald Trump pour arrêter la guerre. Certaines personnes pensent que la raison pour laquelle les Congolais sont partis voir Trump, c'est parce qu'ils se disaient, au lieu de partager ce qu'il y a comme ressources minérales avec le Rwanda, ils préféraient le faire avec Trump, pourvu que Trump chasse le Rwandais. Malheureusement, le nouveau dessein est que Trump a accepté la nécessité de la présence rwandaise, c'est-à-dire, au lieu de partager entre Congolais et Donald Trump, comme les Congolais le voulaient, Donald Trump a imposé la présence des Rwandais, ou les Rwandais ont imposé leur propre présence dans ce deal. C'est-à-dire, le deal se fera à 3. Ça ne sera pas un deal à 2, c'est-à-dire comme on voulait le faire, je vais chez Trump, lui demandant de m'accorder soutenance, moi je lui accorde les richesses. Par contre, Trump dit non, on va inclure le Rwanda aussi. Chose qui auparavant certaines personnes, certains experts disent, le Congo dans ce cas aurait pu discuter directement avec le Rwanda, ok, pour partager à 2, au lieu de partager à 3 maintenant. Alors, est-ce que ça apportera la paix finale? Point d'interrogation. D'autres personnes posant la question de savoir pourquoi les Congolais sont partis chez Trump, cherchant de l'aide. Pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables de se battre contre ceux qui sont censés être leurs ennemis, comme des hommes? En fin de compte, la RDC est le domicile de 100 millions d'humains. Le Rwanda en a à peine 8 millions. Comment est-ce possible que 100 millions de personnes aient peur de combattre 10 millions de personnes? Si c'est ça l'enjeu. Eh ben, écoutez, un expert norvégien dit que dans les pays où les gens prient trop, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 1er au 30, ils ont du mal à se lever quand il est temps de combattre. C'est-à-dire quand l'esprit est rempli de prière. En fin de compte, dans des moments difficiles, on veut faire présence à la prière. C'est-à-dire quand une personne vient toucher les derrière de ta mère, au lieu de te battre par rapport à ça, tu dis, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que tu pries lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand quelqu'un vient toucher ta petite fille, au lieu de te battre, tu dis, je veux laisser ça entre les mains de Dieu. Donc, entre prière et concert, c'est du lundi à vendredi. Et en fin de compte, on devient parleur, pleurnichard, chialeur, contrairement à ce que les Vietnamiens ont fait. Bon, les Congolais vous diront, la raison pour laquelle on se bat pas, c'est parce que les Rwandais sont soutenus par les Américains, ils sont armés et tout le bazar. Bon, ok, c'est quand même intéressant d'entendre. Mais regardons dans l'histoire, ok? Il y a le Vietnam, par exemple. Les Vietnamiens combattaient les Américains eux-mêmes. Qu'avaient les Vietnamiens comme armement? À part quelques mitrailleuses qu'ils ont reçues des Russes et des Chinois. Absolument rien. C'était des petits hommes à 1,40 m comme des pygmées, mais qui ont pu résister farouchement pendant 20 ans, ou presque, contre les Américains. Jusqu'à ce que les Américains eurent décidé de quitter le Vietnam. Ils ont résisté avec quoi? Avec des serpents, des machettes, des brouettes, tout ce qu'ils avaient comme outillage. Des pièges, ils ont fait tout. Mais bon, le Congolais va pleurnicher, disant, ils sont armés par les Américains. C'est ça les Américains qui les arment. Bon, certaines personnes disent que les Congolais sont des peureux en général. Ils n'ont donc aucune raison de sacrifier leur vie au lieu de danser, remuer les fesses, aller au concert, 100 000 personnes au concert chaque soir. Mais quand on appelle les gens pour aller à l'armée, défendre la patrie, il n'y en a pas. Oh non, les militaires, là, se battre. En fin de compte, la meilleure façon, c'était d'aller chez Trump, suppliant M. Trump de venir finir l'affaire dans l'objectif que Trump écarte les Rwandais. Mais finalement, Trump n'a quasiment pas écarté les Rwandais. Le jeu se jouera à 3, le partage se fera à 3. On bouge rapidement au Burkina Faso. Les amis, au Burkina Faso, les choses très intéressantes arrivent. C'est vraiment très intéressant comme pays. Nous savons peut-être pas comment expliquer ça de manière spirituelle, mais Coca-Cola a investi massivement au Burkina Faso avec une nouvelle usine de 6,7 hectares. Congratulations, Pigama Coffee. Ah, yeah, il faut saluer les gens. Vous savez, généralement, quand vous vous respectez, on vous respecte. Ok? Quand vous vous respectez, on vous respecte. Vous vous respectez pas, on vous considère comme des malades et on vient partager vos histoires. C'est ça. Si vous voyez un fou dans le coin avec un sac de 100 000 $, il n'a rien à faire, ou un ivrogne avec un sac de 5 000. Écoutez-moi, si vous êtes en difficulté, vous allez récupérer un peu d'argent. Vous allez récupérer ou pas? Vous avez une femme qui est enceinte, votre maman est malade, vos enfants ne sont pas à l'école. Vous allez récupérer un peu ou pas? Bien sûr que vous allez récupérer un peu. Parce que comment ça se fait qu'un fou, un malade, ou un soulard à 100 000 $ en sac, il comprend pas qu'il a 100 000 $. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, il faut être fort. La vie, on respecte seulement les forts. On s'en fout de tes sentiments, oh, c'est mes terres, c'est mes richesses. On s'en fout de ça, on va prendre. C'est ça. Alors, au Burkina Faso, cette usine de Coca-Cola représente un investissement de 93 millions $. Le projet vise à créer de nombreux emplois. On espère plus de 30 000 emplois sera créés de manière directe ou indirecte par l'entreprise. L'entreprise a aussi fait un don de 5,3 milliards de francs CFA pour les efforts de paix. 5,3 milliards de francs CFA, je suis pas très sûr combien c'est ça. On met ça en dollars. 5,3 milliards de francs CFA qu'on a offert. Hein, on vous offre pour la paix. Donc, une entreprise étrangère vient chez vous. On remarque que vous êtes des durs.
Vous n'avez pas peur. Vous vous en foutez éperdument. Les leaders sont là pour le travail. Ils sont pas là pour voler, paupériser, s'enrichir et avoir une deuxième, troisième, quatrième, septième, 12e femme. Ce sont des gens qui sont là pour travailler. Un monsieur qui a dit, moi, vous me payez pas comme président, payez-moi comme militaire. Comment on peut pas vous respecter? On doit vous respecter, le respect s'impose. Le respect se négocie pas. Le respect n'est pas acquis à travers la pitié. Oh, pitié de moi, on est en train de voler mes histoires. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut être fort. On accorde le respect seulement aux forts. On n'accorde pas le respect aux faibles. C'est ça dans la vie. Alors, c'est ça. On a offert 5,3 milliards de francs CFA. Seulement pour, créer la paix, hein. Au nom de la paix, on vous donne. Pour arranger les choses. Et maintenant, on va au Nigeria. Félicitations, monsieur Ibrahim Traoré. Au Nigeria, Meta menace de couper Facebook. Pourquoi Meta menace de couper Facebook? C'est suite à de lourdes amendes que le Nigeria demande. Et les Nigérians pourraient perdre accès à Facebook, Instagram, après que la société mère Meta ait déclaré s'exposer à de lourdes amendes et des exigences réglementaires irréalistes de la part des autorités nigérianes. L'année dernière, 3 agences de surveillance nigérianes ont infligé des amendes de plus de 290 millions de dollars aux géants américains des réseaux sociaux pour violation de diverses lois. 290 milliards, violation de diverses lois. On cherche l'argent, mais au Nigeria, ça rigole pas. Ok? Meta, évidemment, a récemment tenté de négocier, de contester les décisions devant la haute cour fédérale d'Abuja, et ça a été improbable. Meta pourrait être contraint de fermer ses services Facebook et Instagram au Nigeria afin d'atténuer le risque de mesures correctives, a déclaré l'entreprise dans les documents judiciaires. Évidemment, les amis, Meta a été condamné au Nigeria pour 3 amendes. Ok? Quelles sont ces amendes? Quelles sont ces accusations? On va essayer de voir rapidement. La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs, le FCCPC, lui a infligé une amende de 220 millions de dollars, s'il vous plaît. 220 millions de dollars pour pratiques anticoncurrentielles présumées. Pratique présumée. Ce n'est pas pratique fait. Pratique présumée anticoncurrentielle par Meta. On vous charge 220 millions de dollars parce que vous ne permettez pas aux autres personnes de faire la concurrence avec vous. C'est incroyable. L'autorité de régulation de la publicité a infligé à l'entreprise une amende de 37 millions de dollars pour publicité non autorisée. Donc Meta a fait des publicités non autorisées. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone et vous commencez à dire appartement, je cherche un appartement, vraiment mais cet appartement est beau, hein. Tu commences à voir des publicités des appartements qui apparaissent. Eux, ils disent c'est quoi publicité non autorisée. Ne sachant pas que quand tu vas sur Meta, tu écris ton nom, tu cliques le bouton là, tu leur donnes des autorisations de faire beaucoup de choses. C'est ça le Nigeria. La Commission nigériane de protection de données, la NDPC, a accusé Meta d'avoir violé les lois sur la confidentialité des données et lui a infligé une amende de 32 millions de dollars. Waouh! On cherche l'argent des forces, hein. Bon, c'est aussi simple. Vous savez, quand vous allez sur Facebook, vous écrivez votre nom, votre email adresse, votre date de naissance. Ensuite, vous cliquez sur Next, sans lire là où c'est écrit là, termes et conditions. Mais vous ne comprenez pas. Les termes et conditions disent que vous donnez vos données là. On va s'en servir pour vendre, ok, pour accueillir du business, le commerce. Le Nigeria n'est pas nécessairement en train de faire respecter sa loi. Le Nigeria cherche l'argent comme les Nigérians en général. Évidemment, c'est comme ça le Nigeria. Donc c'est ça les amis, la RDC va accepter Starlink qui a été rejeté par beaucoup de pays en Afrique, y compris l'Afrique du Sud, qui a des exigences très fortes. La RDC ouvre ses portes disant, écoutez, on avait refusé votre accès au départ, prétextant que voilà, les rebelles s'en serviraient pour attaquer nos positions. Désormais, vous pouvez venir prendre les licences sans difficulté. Mais bon, beaucoup d'experts pensent que la raison pour laquelle c'est fait, c'est pour faire plaisir à M. Trump, évidemment, dans l'objectif de pousser leur demande récente de venir finir la guerre au Congo. Bon, on sait aussi que l'histoire nous apprend que personne ne peut finir ta guerre. Toi, tu dois finir ta propre guerre. Parce que si tu permets à quelqu'un de finir la guerre à ta place, en fin de compte, il aura des demandes. Si tu ne peux pas satisfaire ces demandes, la guerre va recommencer. Alors, les Congolais sont-ils en train de prendre une bonne décision? En 1, autorisant la présence de Meta. Deuxièmement, il y a eu libération des prisonniers américains en RDC. Ces prisonniers sont venus au moment où il y avait tentative de coup d'État. Il y a même un jeune garçon dont le papa était un ex-Congolais devenu américain qui vint au Congo dans l'objectif de combattre, on parle du Zaïre évidemment, de renverser le gouvernement. Les Béchus avaient été abattus par les membres de sécurité, mais son fils avec lequel il est venu, il a emmené son fils lui aussi. Il a emmené son fils pour aller faire tomber un autre moment. Il emmène son fils. Il y avait quand même
une certaine sympathie à l'égard du fils qu'on a considéré trop jeune. Il n'avait peut-être pas compris les intentions de son père et c'était pas de ses intentions. Il ne voulait pas être là. Il a simplement suivi son père. Le gouvernement congolais a décidé de libérer le petit et d'autres Américains qui sont rentrés aux États-Unis, bien qu'il fût condamné à mort. Maintenant, beaucoup de personnes disent que les Congolais ont joué un jeu de satisfaction, c'est-à-dire montrer à Trump, voilà comment nous sommes ouverts, on vous rend vos messieurs qui évidemment étaient condamnés à mort, dans l'objectif de recevoir de Trump en retour une certaine sympathie et une application positive à l'égard des Congolais. Est-ce une bonne application du gouvernement? Les Congolais devraient-ils, avec les 100 millions d'hommes qu'ils ont, bien qu'ils dansent, ok, trouver un moyen peut-être de réinitier l'esprit chevaleresque. Quelqu'un d'intelligent disait, avant d'envoyer vos enfants à l'église, envoyez-les à la guerre, ok? Avant de préparer vos enfants à l'église, à la prière, préparez-les à la guerre. Sinon, ils deviendront des gens, des pleurnichards, qui crieront, oh, vous voyez les autres là, ils nous tapent parce qu'ils sont subventionnés par les Américains. Ne comprenant pas que les Vietnamiens n'avaient absolument rien, ok? C'était des petits courts, mais très forts d'esprit. Donc la taille, ce n'est pas l'homme du tout. Ce n'est pas encore moins le gros ventre. Alors, au Burkina Faso, avec tout le respect possible, le Coca-Cola fait des investissements, c'est clair, c'est évident, ça ne rigole pas, l'argent est là, on respecte Traoré, c'est du boom. Au Nigeria, Facebook va s'arrêter, et si Facebook s'arrête, ça arrêtera aussi WhatsApp ou Instagram, probablement, ou pas, on va voir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de partir, on va faire ça, c'est fait. On fait ça, ok. Vous mettez votre commentaire. Vous êtes des gens très intelligents, n'est-ce pas? Il faut qu'on discute. Le tout dans la politesse et le respect. C'est fait. Le Maroc se prépare-t-il à la guerre? S'il se prépare à la guerre, c'est contre qui? Contre l'Algérie? On va le découvrir tout de suite. Un énorme projet comme jamais dans le passé est en train de voir le jour au Maroc. Et dans des compilations frénétiques, le Maroc s'apprête à construire la plus grande usine de production d'armes en Afrique. Le Maroc et les États-Unis en collaboration sont en train de préparer comment installer de manière permanente une usine de production militaire américaine. Est-ce que ceci se fait directement en agression subtile contre l'Algérie? Point d'interrogation. Les États-Unis ont officiellement inclus le Maroc dans la chaîne de production des chasseurs F-16 de dernière génération. Une usine de fabrication et d'assemblage des structures de ces appareils sera implantée dans la zone industrielle Mid-Park à Noisseur près de Casablanca. Le site industriel prévu se consacrera à la production des pièces clés du F-16, en particulier la version la plus avancée, le F-16V Viper. Les amis, ça risque de péter dans les jours qui viennent. Il est doté d'un système de radar AESA et d'armement sophistiqué. C'est évidemment le F-16 mis à jour récemment. Ce F-16 est aussi bourré d'armements sophistiqués. Ce modèle reste le plus utilisé au monde dans la catégorie des avions multirôles. Donc on s'assure pour reconnaissance, pour attaque et défense et plusieurs usages. Alors comment sera l'usine marocaine? L'usine marocaine disposera des lignes de production de haute précision, mobilisant des technologies avancées avec la participation d'ingénieurs, des techniciens formés localement dans les métiers de l'aéronautique. Le Maroc, évidemment, sera profondément impliqué dans l'institution de cette usine. Ça ne sera pas simplement question d'apporter des ingénieurs américains pour construire une usine et prétendre être sous tutelle marocaine. Donc le Maroc en soi sera activement impliqué dans ce développement, dans l'objectif aussi d'avoir une autonomie, c'est-à-dire même si les Américains sont absents, ils peuvent produire et continuer à reproduire tout ce qu'ils ont appris pendant leur collaboration. Ceci évidemment pour quel objectif? Une déterrence ou une guerre à l'horizon. Le Maroc s'apprête, à l'instar de l'Algérie, qui reçoit le clair de ses équipements de la Russie. L'Algérie a récemment acheté des radars avancés de la Russie, capables de détecter des avions furtifs. L'objectif ici n'est pas tout à fait clair, mais ce qui est évident est que le Maroc est associé quelque part à l'OTAN. Et l'Algérie se retourne un peu plus vers la Russie. Malgré ses difficultés avec le Mali, qui est aussi associé à la Russie, elle se prépare militairement. Le projet s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la coopération entre Rabat et Washington dans le domaine militaire. Lockheed Martin, constructeur de F-16, multiplie les initiatives au Maroc. Une délégation de haut niveau de l'entreprise américaine s'est pointée au Maroc pour discussion. Cette délégation évidemment conduite par le général Joseph Rank, PDG de Lockheed Martin pour l'Afrique et l'Arabie Saoudite. Alors qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Établir les bases, rencontrer les personnes qu'il faut. La délégation a rencontré des responsables à Rabat et visité plusieurs partenaires industriels à Casablanca, notamment TDM Maroc, SBCA Maroc, Collins Aerospace RFM, Excel Maroc. Tout ça dans l'objectif de créer des armes pour bombarder qui? Probablement l'Algérie. Pourquoi? Parce que le Maroc et l'Algérie ont des problèmes. Peut-être pas. Il faut simplement se protéger. On pourrait dire, qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas?
Ceci, évidemment, n'est pas la première fois entre les États-Unis et le Maroc, en tout cas un rapprochement sur le plan militaire. Ce rapprochement actuel aussi s'inscrit dans l'histoire de la coopération remontant jusqu'à 1974, l'année même de la livraison du premier avion C-130 américain au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est un client majeur des F-16 américains. Et comment ceci bénéficiera au Maroc, en tout cas au-delà du plan militaire? Le projet de Noisseur veut créer des centaines d'emplois directs et indirects, renforcer les bases industrielles locales et faire du Maroc un acteur stratégique de la chaîne logistique mondiale de Lockheed Martin. Ils sont là pour vendre les armes. Et pour vendre les armes, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour vendre les armes? Non, vous vendez les armes. Qu'est-ce qu'il vous faut pour commercer, pour faire beaucoup d'argent? Il vous faut des guerres. Quand il y a des zizanies, des pays qui s'entendent pas, il y a l'hostilité, vous êtes très content. Et d'ailleurs, vous pompez un peu de l'essence sur ces hostilités. Pourquoi? Parce qu'à la finalité, vous allez vous faire de l'argent. La chaîne logistique mondiale de Lockheed Martin s'inscrit dans le contexte où le royaume attire de plus en plus d'acteurs majeurs de l'industrie de défense, comme Baykar de la Turquie, Bluebird d'Israël, Tata Systems de l'Inde, consolidant ainsi son positionnement comme pôle régional émergent dans ce secteur. Donc le Maroc ne veut plus rouler à la Mongoule, ils sont prêts, ils se préparent, ils forment, ils achètent, ils vont bientôt établir une usine de production et des rassemblages militaires. Pour se préparer à quoi? Pour se préparer à la guerre. Encore une fois, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et on va au Yémen. Ok, les amis, au Yémen, les choses ont bardé. Contrairement à tout ce que les gens pensaient, les Yéménites viennent de faire un blocus aérien contre Israël. C'est-à-dire, ils viennent d'ordonner qu'aucun avion d'Israël ne peut voler à leur aéroport. Incroyable, n'est-ce pas? L'armée yéménite a annoncé un blocus aérien contre Israël en réaction à l'intensification des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Ce sont les gens qui disent combattre pour Gaza. L'armée a appelé toutes les compagnies aériennes à suspendre leurs vols vers les aéroports israéliens, qualifiant ce blocus de réponse directe à l'agression israélienne continue contre Gaza. Le communiqué souligne que le blocus sera imposé par des attaques répétées contre les aéroports israéliens, en particulier l'aéroport Lod, connu sous le nom de aéroport Ben Gurion. Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que nous savons qu'Israël a un système de défense très avancé, qui est infranchissable, inébranlable, inviolable. Alors comment ça se fait que les Yéménites aient le courage de dire que nous imposons un blocus? C'est-à-dire soit ils connaissent quelque chose que le reste du monde ne connaît pas, ou bien le système de défense a été violé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une interception ratée d'un missile tiré depuis Yémen qui a contraint Israël à fermer brièvement son principal aéroport international dimanche. Donc il y a un missile balistique qui a été frappé depuis Yémen qui a atteint Israël, franchissant ainsi la barrière de protection israélienne. Ceci évidemment a révélé la vulnérabilité du pays et la capacité des rebelles Houthis à frapper des cibles lointaines malgré la campagne militaire américaine soutenue. C'est quand même chaud de remarquer un groupe de personnes qui, malgré les frappes qu'ils reçoivent des Américains, des British et des Israéliens, sont sans arrêt en train de continuer. Les vols ont été interrompus. L'aéroport de Ben Gurion, près de Tel Aviv, pendant environ 30 minutes dimanche matin après l'atterrissage d'un missile à proximité de l'aéroport. À la suite de ce que l'armée israélienne a qualifié de plusieurs tentatives d'interception, les résultats de l'interception sont en cours d'examen. Donc, Israël dit qu'il y a eu un malfonctionnement dans leur système de défense qui arrive une fois tous les 600 ans. Les Yéménites disent qu'ils ont parvenu à briver ou à franchir cette défense prétendument infranchissable. Qui dit la vérité, qui ment? En attendant, Air France a annulé ses vols lundi entre Paris et Tel Aviv après avoir supprimé ceux de dimanche à la suite de tirs de missiles contre l'aéroport international de Ben Gurion. La compagnie suspend ses vols jusqu'au 6 mai. Elle surveille attentivement la situation et ajustera en conséquence son programme vers et depuis Tel Aviv. Israël en effet a accusé l'Iran. Son premier ministre, pendant qu'il parlait des Houthis, a accusé l'Iran directement en disant que c'est lui l'amortisseur des Houthis et qu'il doit faire très attention. Nous prendrons des mesures très fermes contre eux et nous n'oublierons jamais qu'ils agissent avec le soutien de leur protecteur, l'Iran. Nous ferons le nécessaire pour assurer notre sécurité, réagir efficacement et avertir l'Iran que cela ne peut continuer. Pensez-vous que les Houthis sont en train de s'équiper et sont peu à peu en train de rattraper la technologie internationale? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, un projet industriel de grande envergure au Maroc, d'installation d'usines de fabrication d'armes associées à Lockheed Martin pour interopérabilité avec les nations de l'OTAN. C'est-à-dire le Maroc s'est associé à l'OTAN.
Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est une histoire qui date depuis très longtemps. En attendant, l'Algérie, qui n'est pas tout à fait l'ami du Maroc, est amie de la Russie et en reçoit les armements nécessaires. Alors le Maroc représente-t-il un danger ou pas dans l'espace aérien? Si le Maroc est un danger, le Maroc est un danger vis-à-vis de qui? Pour l'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.